Bonjour, je suis Alain Irung Mouchinge. Dans Grande Interview aujourd'hui, ensemble avec Michel Kifinda, nous recevons le professeur Néhémie Mouilagna, qui est député national. L'ancien directeur de cabinet du président honoraire Joseph Kabila s'exprime sur son dernier ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire ». Il dresse un bilan des 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir et fait une analyse de la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Professeur Néhémie Mouilagna, bonjour. Bonjour Alain. Pourquoi ce livre maintenant? De toutes les façons, c'est un exercice qui devait être fait tôt ou tard. Et j'imagine même que ça devait devenir une tradition lorsque on a été en charge et à la fin du mandat, on a des devoirs de redevabilité. Non seulement rendre compte de ce qui a été fait, mais également poser des balises pour ceux qui viennent. Ça permet de gagner du temps, des ressources, éviter la tentation de la table rase de la part de ceux qui arrivent, mais ça permet aussi de reconstituer la mémoire collective de notre peuple. Et donc, on a voulu jeter ce regard rétrospectif sur cette période particulière, la gouvernance de notre pays, pour certes éclairer notre peuple, orienter les nouveaux dirigeants, mais en même temps, essayer de prendre du recul pour nous-mêmes, voir ce que nous avons pu accomplir de grands, mais aussi des faiblesses inhérentes à toute œuvre humaine, et se remettre donc à l'école et apprendre de nos erreurs. Cette interview est pédagogique. Elle va nous permettre à la fois de parcourir les livres. C'est vrai que ce n'est pas dans une émission où on va parcourir près de 350 pages de l'ouvrage, mais nous allons y aller progressivement en voyant d'abord le volet politique et sécuritaire, le volet socio-économique et ensuite nous parlerons des questions d'actualité. Cet ouvrage est préfacé par le président honoraire Joseph Kabila. Pourquoi parle-t-il par personne interposée? Je crois que c'est par souci d'humilité et c'est tout simplement parce que il est souvent difficile de parler de soi-même, d'avoir un regard détaché de sa propre œuvre. Et vous savez, même les évangiles ont été écrits par les disciples, pas par le Seigneur lui-même. Et donc je pense que c'est ce qu'il a fait lui aussi. Il a été curieux de savoir quel est le regard que d'autres pouvaient avoir sur son œuvre, mais évidemment des observateurs avertis et quelque part aussi des acteurs en même temps qui ont mis la main à la pâte. Et cela lui aura permis sans doute d'apporter personnellement quelques précisions les jours à venir, pourquoi pas. Professeur, dans les titres 1 de votre livre, vous parlez de l'inexistence de l'État à un État républicain. Quelles sont les réalisations concrètes qui motivent cette affirmation? Oui, mais il faut partir de l'idée que en 2001, lorsque le président Joseph Kabila arrive aux affaires, le Congo n'était plus une évidence. Une évidence en tant qu'entité internationalement reconnue, avec un territoire et une population, bien sûr, et un gouvernement central. Tout cela était devenu une fiction. Il y avait certes un peuple qui était en errance, mais il y avait un territoire qui était disloqué en morceaux. Nous avions 4 morceaux de territoire, il n'y avait plus de gouvernement central, parce qu'à la tête de tous ces morceaux-là, il y avait, je vous l'ai dit, des roitelets, des gens qui régnaient un maître à la tête des rébellions que vous connaissez. Et je pense que l'autre réalité mieux connue, c'est que derrière ces rébellions, il y avait quand même des armées étrangères,
des gouvernements des pays voisins qui sponsorisaient ces rébellions et qui avaient du reste intérêt. Et donc, ces pays-là n'existaient plus que de nom et personne ne pouvait parier à sa renaissance, à sa reconstitution dans ces frontières internationalement reconnues. Je me rappelle même qu'il y a certains envoyés spéciaux de pays de puissances étrangères qui suggéraient carrément au président Joseph Kabila de laisser tomber ses efforts, de vouloir à tout prix réunifier ce pays et de laisser le temps et arranger les choses. Évidemment, il s'était opposé énergiquement à cela et il avait jeté toutes ses forces, les forces de sa jeunesse, dans l'objectif de réunification et de pacification de ces pays, et dans l'objectif de la stabilisation de la situation politique et sécuritaire en vue de permettre justement l'organisation du processus électoral et enfin dans l'objectif de la reconstruction de l'économie nationale et des infrastructures de base du pays. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus à l'évidence. Le Congo existe et d'un trait, on a oublié que cela n'était plus le cas en 2001. Professeur, restons sur l'aspect État inexistant. Comme je l'ai dit, l'interview est également pédagogique. Il y a des jeunes générations qui n'ont pas connaissance aussi de l'histoire du pays. Dans l'ouvrage, en faisant le diagnostic du régime Mobutu des décennies 80-90, vous parlez d'un État fantôme. Joseph Kabila hérite de cet État fantôme. Est-ce que vous pouvez nous le décrire brièvement? Quand on parle de l'État fantôme, ce n'est pas mon expression. L'État inexistant, ce n'est pas mon expression. Et l'État défaillant, ce n'est pas mon expression. C'est l'expression des chercheurs, les Zeitman et consorts, qui, pour les uns, ont parcouru ce pays, pour d'autres, ont eu des observateurs sur le terrain qui ont renseigné sur l'état exact de la situation au moment où le président Joseph Kabila prenait le pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où vous avez un président qui ne sait pas exercer son autorité sur l'ensemble du territoire national, parce que dans la province de l'Équateur, par exemple, il y a un autre compatriote, Jean-Pierre Bemba, qui est à la tête d'une rébellion qui s'appelle le MLC et qui est soutenue activement par le gouvernement de l'Ouganda et l'armée ougandaise qui avait non seulement des troupes, mais aussi des commandants jusqu'aux épaules les plus galonnées. Vous aviez la partie de l'Ouélé qui était contrôlé par un certain Roger Lumbala, qui était un supplétif, bien sûr, de Jean-Pierre Bemba, avec les MLC à l'Équateur. Vous aviez dans les nord et les sud Kivu, y compris même aussi une bonne partie de l'Ituri, vous aviez les RCD Goma, qui était soutenu activement par le gouvernement du Rwanda avec des troupes rwandaises en règle sur le territoire national. Donc vous voyez bien que avec ça c'est toute la partie est du pays qui était amputée à la République démocratique du Congo. Et je me rappelle encore, moi qui suis de l'Est, que des parents, des cousins et autres, pour quitter Goma, Bukavu et arriver à Kinshasa, ils devaient passer par deux pays voisins, donc le Rwanda et le Kenya, prendre des visas pour venir dans leur propre pays à Kinshasa. Et je crois que c'est le cas de se le rappeler. Un enfant qui est né
après 2001 ne peut pas imaginer que pour quitter Goma, Bukavu, venir à Kinshasa, il doit prendre un visa. Et pourtant, nous avons... Alors, professeur, nous l'avons tous constaté, à partir de 2002, le pays s'est réunifié. Quand le président Kabila était au pouvoir, on a vu un parlement travailler en bicéphale, des élections organisées, ce qui n'a pas été possible dans les années 90, malgré la conférence nationale souveraine. Quelle a été la stratégie de Joseph Kabila pour y parvenir? Moi, je pense que la force de traction, c'était d'abord son identité idéologique. Joseph Kabila est le fils de son père, c'est un nationaliste, patriote, et dont le rêve premier est d'abord de préserver l'héritage hérité des pères fondateurs de ce pays. Et cet héritage, c'est d'abord l'unité de ce pays. Le Congo, dans ses frontières internationalement reconnues. C'est le premier élément de cet héritage. Le deuxième élément, c'est la coexistence pacifique de cette mosaïque d'ethnies et de peuples qui composent la République démocratique du Congo. Et le troisième héritage, bien sûr, c'est ces ressources du sol et du sous-sol qu'il convient de fructifier afin d'améliorer le vécu quotidien de la population congolaise. Et donc là, déjà cette idéologie nationaliste a été pour beaucoup par rapport au choix qu'il a dû faire. Ensuite, il ne faut pas oublier que il y a sa foi en la démocratie. Sa foi en la démocratie. Le premier élément lui a permis de faire le choix entre gagner la guerre ou gagner la paix et réunifier le pays. Sa foi en la démocratie l'a amené devant un choix qui consistait à dire « mais je suis déjà au pouvoir, est-ce nécessaire encore de démocratiser ou bien je fais tout pour m'y maintenir ?» Et là, il a fait le choix plutôt de lancer le processus démocratique et nous en savons les fortunes heureuses, n'est-ce pas, le cycle des électoraux organisés avec aujourd'hui en prime la première alternance pacifique du pays. Et donc je crois que il y a eu cette force idéologique, mais il y a eu aussi effectivement un mode opératoire qui est attaché à sa gouvernance, c'est le dialogue. Il a foi dans les dialogues et il pense qu'il n'a pas de raison de ne pas faire confiance à ses concitoyens lorsqu'il s'agit de rebâtir ce pays, lorsqu'il s'agit de préserver ce qui unit tous les Congolais par rapport à ce qui les sépare. Et voilà pourquoi je crois que de la même manière qu'il est entré et qu'il a su mener les travaux d'Hercule par les dialogues, il a su inspirer la confiance même à ses adversaires les plus farouches. Et c'est de la même manière qu'il est sorti et qu'il garde cette sympathie, n'est-ce pas, de la population. Et il reste redouté, évidemment, par ceux qui le connaissaient assez mal. Professeur, je vous cite, vous dites « Matérialiser la démocratie pluraliste en RDC fut pour Joseph Kabila Kabange un effort de restauration de la dignité du peuple congolais en lui restituant son État qui lui fut confisqué par l'oligarchie du impère. Le pays est réunifié. Nous avons les premières élections en 2006. À ce moment-là, on sait que le président Joseph Kabila est sous plusieurs pressions, interne comme externe. Une fois de plus, comment s'y est-il pris pour qu'on en arrive à avoir ces élections? La source de la crise politique dans ces pays remonte en 1960. En 1960, et c'est quoi cette source-là? C'est cette légitimité brisée. Vous avez des élections qui ont été organisées
avec l'appui de la puissance coloniale et qui ont dégagé une volonté claire du peuple congolais de confier la destinée du pays à un groupe politique donné. Et évidemment, il y avait un groupe principal, c'était l'MNC Lumumba, mais qui a dû faire une coalition avec d'autres forces politiques pour dégager la majorité parlementaire. Et à l'issue de cette majorité parlementaire, évidemment, les forces nationalistes devaient diriger le pays sur base d'un régime parlementaire à travers le gouvernement. Et ils avaient reconnu à une autre force les pouvoirs présidentiels. C'était évidemment le président Kasavubu avec son Abako qui devait prendre la présidence de la République. Et donc, voilà les points de départ, et vous le savez bien, l'histoire enseigne que des forces obscures se sont coalisées pour briser cette légitimité populaire en assassinant le premier ministre de ce pays, Patrice Emery Lumumba. Et évidemment, quelques années après, c'est une dictature féroce qui prendra les choses en main, une dictature qui durera plus de 30 ans. Et donc, quand lui arrive, à part la réunification et la pacification du pays, en tant que nationaliste, il a à cœur cette problématique de stabiliser la vie politique, et la meilleure façon de le faire, c'était de restituer le pouvoir à ces peuples souverains qu'il avait perdus, n'est-ce pas, au lendemain de l'assassinat du Premier ministre Lumumba. Voilà pourquoi il a fait de la démocratisation du pays son second objectif. Et les résultats sont là. Il a mis en place une machine électorale avec l'appui de toutes les forces de ce temps-là. Et il a lancé les premières élections en 2006 avec l'appui de partenaires extérieurs aussi, il faut le reconnaître. C'était des premières élections pluralistes depuis justement celles qui avait donné le pouvoir à Patrice Emery Lumumba. 2011, nous avons relevé ces défis de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et 2018, nous avons relevé les défis de l'organisation des élections sur fonds propres et assortis de cette alternance pacifique. Et donc, ce n'était pas des choix hasardeux, non, c'était des choix qui s'inscrivaient dans l'ADN pratiquement de ce nationalisme, de ce patriotisme, n'est-ce pas, et qui était ancré dans Joseph Kabila. Professeur Némi Mouilagna, parlons à présent des aspects des reconstructions nationales, mais aussi de la relance économique de la RDC. Professeur, dites-nous dans quel état le président Kabila a trouvé l'économie de ces pays et à quel stade l'a-t-il laissé à son successeur? Oui, je pense que la meilleure façon d'aborder les aspects économiques, c'est de relever les indicateurs trouvés à la prise de fonction du président Joseph Kabila et ceux qu'il a laissés lorsqu'il part. Je crois que le premier indicateur qui déroutait, qui tombait sous l'essence, c'est la dette extérieure. Lorsque Joseph Kabila arrive avec Mzee à Kinshasa, la dette léguée par le régime décadent, la dictature roussienne, c'était de 14 milliards de dollars. Et lorsque Joseph Kabila quitte ses fonctions, il laisse cette dette à 3 milliards. Donc en 18 ans, il a effacé cette dette de 11 milliards de dollars. Et le deuxième indicateur, c'est l'inflation. Le taux d'inflation qu'il a trouvé était aussi autour de 500%. Et Joseph Kabila, en quittant le pouvoir, il l'a laissé à moins de 5%. Et le troisième indicateur, c'est la production des richesses nationales. Joseph Kabila a trouvé, n'est-ce pas, un PIB de 7 milliards de dollars.
Et en quittant le pays, il l'a laissé à 47 milliards de dollars. Et le dernier indicateur, bien sûr, ça peut être les réserves de change en devises. Il trouve dans la caisse près de 50 millions de dollars et il quitte en laissant 1,3 milliard de dollars de réserves de change. Des réserves, pas ce qui était dans les trésors, non, des réserves d'échange, et des réserves d'échange qui ont été constituées par des efforts internes. Et il ne faut pas compter sur ces réserves d'échange un seul appui budgétaire de la part des partenaires étrangers, parce que pendant 5 ans, pratiquement, nous sommes attelés à rebâtir notre économie en interne. Je me rappelle toujours comment, lorsque nous étions en train de quitter le pays, c'est le Fonds monétaire international, après sa mission d'information, qui s'extasiait de voir que sans lui, nous avons pu, n'est-ce pas, relever ces défis et pratiquement pour faire d'impatience de pouvoir revenir en programme avec nous. Et donc, comment omettre aussi le fait qu'on a trouvé le pays pratiquement avec une croissance négative, près de moins 7%. Or, entre 2013 et près de 2015, nous avons fait 9%. Nous avons oscillé donc 10% des taux de croissance dans ce pays. Je crois que ce sont des chiffres qui parlent et qui montrent réellement que beaucoup d'efforts avaient été fournis sous Joseph Kabila sur le plan économique. Il est clair que tout un débat réel consistait à savoir dans quelle mesure tous ces efforts se sont répercutés sur les vécus quotidiens de la population. Si vous le voulez bien, c'est un débat aussi qu'on pourra aborder. Professeur, pour rester sur le volet économique, dans l'ouvrage, vous revenez sur la manière dont plusieurs entreprises ont été reboostées, sont montées en puissance. Mais parmi les détracteurs du président Kabila, il y en a qui lui reprochent un certain manque de rigueur à l'endroit de certains de ses collaborateurs qui ont plongé dans la mauvaise gestion, qui ont plongé dans la corruption. Il y a même des enquêtes internationales, pour ne citer que les Panama Papers et bien d'autres, qui accuse le président Kabila d'avoir organisé l'économie de manière à soutirer beaucoup d'argent et presque à se payer lui-même. Oui, je pense que d'abord, il n'y a pas de doute que Joseph Kabila a travaillé avec des équipes. Il a eu plus ou moins 5 premiers ministres avec près de 200 membres du gouvernement qui ont travaillé avec lui. Rassurez-vous, tous ces gouvernements, c'était des gouvernements d'ouverture. Donc il a dû aussi travailler avec l'opposition politique. Alors comment imaginer que tous ses collaborateurs étaient des saints? Ce n'est pas possible. Donc nous encaissons les coups en reconnaissant qu'il y a eu des failles par-ci, par-là. Il y a eu certains collaborateurs, évidemment, à son insu, qui peut-être s'étaient trompés des cahiers des charges, avaient confondu par-ci, par-là leur propre poche avec la caisse de l'État. Mais ceci dit, là où il pouvait sanctionner, il a dû quand même le faire. Moi, je note qu'en 18 ans, Joseph Kabila a révoqué quand même près de 10 membres du gouvernement. Je note que sous Joseph Kabila, et particulièrement s'agissant de l'indiscipline de l'armée, on s'est réalisé que des hauts gradés de l'armée sont passés par des juridictions militaires, ont été condamnés jusqu'au grade de général et donc d'officiers généraux, et notamment en matière de viol où il était pratiquement impitoyable.
Et donc, je me dis que nous avons eu certaines faiblesses qui étaient dues aussi au contexte, parce que tout au long de cette période, de 2001 à 2018, Joseph Kabila a eu plutôt à rassembler les Congolais dans cette perspective de réunification du pays, a eu à travailler beaucoup plus sur la cohésion nationale, de telle sorte qu'il n'était pas toujours facile de combiner, n'est-ce pas, cet objectif ultime de réconcilier, de rassembler avec l'exigence de la sanction. Donc, ces contextes peuvent être peut-être notés en termes de bémol, pas pour justifier les faiblesses, mais en termes de bémol, pour dire ça avait ralenti son élan tendant à remettre de l'ordre, tendant à sanctionner là où c'était nécessaire. Je pouvais dire aussi à son actif, c'est qu'il a eu quand même à poser les fondements de la lutte contre la corruption et l'impunité dans les pays, notamment, je vois par exemple tous les efforts qu'il a jetés dans le redressement de la justice du pays, en restituant par exemple le pouvoir de régler les manquements des magistrats. Au Conseil supérieur de la magistrature, il a restitué l'indépendance au pouvoir judiciaire. Et je pense que ça a été un acte important. Il a fait adhérer le pays à toutes les conventions internationales sur la lutte contre la corruption. Et dans son propre cabinet, il avait mis, n'est-ce pas, un conseil spécial en charge de la lutte contre la corruption. C'est autant de signaux qu'il avait envoyés, mais bon, on doit reconnaître aussi qu'on a eu un Parlement qui avait certes la capacité d'exercer les contrôles, mais qui n'arrivait pas toujours au bout de sa démarche après les contrôles pour obtenir des sanctions qu'il fallait. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption faisait état de plusieurs milliards de dollars qui échappaient le trésor public chaque année. M. Luzolo Bambi parlait même d'environ 15 milliards de dollars qui n'entraient pas dans les trésors publics chaque année. Et face à une telle révélation, le président Kabila est resté silencieux. Était-il du côté de ceux qui détournaient ou n'avait-il pas de moyens pour les sanctionner? Donc, je pense que là, c'est une question plutôt structurelle, c'est une question qui est liée à notre fiscalité de manière générale. Et je me rappelle en 2017, lorsqu'il était en train de quitter ses fonctions, le président Kabila, qui était préoccupé par la lourdeur de notre système fiscal, par évidemment des zones grises qui caractérise ce système fiscal, avait organisé même un forum national sur la fiscalité, à l'effet, n'est-ce pas, de pouvoir la sortir de ses lourdeurs, mais aussi de pouvoir la dématérialiser au maximum, de manière à ce que ces coulages de recettes puissent être réduits et qu'il y ait davantage de flux de recettes dans les caisses de l'État. Je crois que là, ça se pose toute la question de l'informatisation de nos services fiscaux, mais également de certaines options que nous devons continuer à lever en termes de réforme des structures. Notamment, il y en a qui pensent qu'il faudrait réunifier toutes les régies aujourd'hui pour que nous ayons un seul ensemble qui puisse consister, n'est-ce pas, à collecter les ressources du pays. Une forme de guichet unique. Absolument. Et aux frontières, déjà, nous avons mis en place ces guichets uniques. Mais il faut reconnaître aussi que à la décharge de Joseph Kabila, c'est que courageusement, il a mis en place la chaîne de la dépense.
ce qui n'était pas une mince affaire, et il a laissé en chantier, n'est-ce pas, le projet de la chaîne des recettes. Donc, la volonté de pouvoir boucher toutes ces zones grises était là, et elle a été fortement manifestée au travers de toutes les grandes réformes qu'il a dû mener, avec les concours d'ailleurs de certains partenaires étrangers. Alors, quant à l'évaluation de ces pertes qui sont connues, je crois que c'est relatif, parce que nous n'avons pas d'outils techniques scientifiques pour confirmer ou infirmer ces chiffres qui étaient avancés. Mais ce qui est sûr, c'est que la même problématique se pose encore aujourd'hui. Je crois que l'essentiel, c'est de considérer cette question comme une question nationale, sans coloration politique, et d'engager courageusement cette réforme du système fiscal de notre pays. Dans l'ouvrage, évidemment, vous démontrez combien le président Kabila a fait des efforts en ce qui concerne les groupes armés, notamment dans l'est de la RDC, qui se multiplient, qui naissent au jour le jour. Et beaucoup d'analystes pensent que l'économie de la RDC serait allée plus loin si on n'avait pas les groupes armés. Mais qu'est-ce que vous répondez également à d'autres détracteurs du président Kabila qui pensent que tous ces groupes armés sont pratiquement le résultat de la FDL? Lorsqu'on a abordé la question des coulages de recettes qu'on sort, on a omis de dire aussi qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités au niveau de toutes ces enquêtes qui ont été menées ça et là, Panama Papers et consorts. À certains égards, ces enquêtes ont été utilisées comme des instruments pratiquement des combats politiques contre un système qui ne faisait pas toujours les affaires de tout le monde. Alors, s'agissant du volet sécuritaire, je vous ai dit dès l'entame de cette émission, c'est un des volets qui a mobilisé toutes les énergies de ces jeunes présidents. En 1996, c'est une révolution qui a été menée. Et je crois que cette révolution était tractée par l'AFDL, qui était une association certes composite, avec le soutien de certaines puissances régionales. Mais rappelez-vous, en 1998, n'est-ce pas, Mzee a sonné la fin de la récréation, et il avait clairement demandé aux forces invitées de pouvoir rentrer chez elles. Et depuis lors, n'est-ce pas, ces forces avaient décidé de mener une véritable guerre d'agression contre ces pays. Les groupes armés qui, à ce moment-là, s'étaient formés, c'était plutôt des groupes nationalistes, et notamment ceux-là qu'on appelait les Maïmaï, et qui étaient des supplétifs de l'armée nationale pour barrer la route à cette agression qui était évidente sur le territoire national. Ceci dit, au fur et à mesure de la normalisation de la vie politique, notamment à travers l'accord de Sun City, rappelez-vous, tous les groupes armés qui étaient actifs aux côtés du gouvernement étaient représentés à Sun City comme entité, et toutes les rébellions étaient représentées à part entière comme composantes. Et en signant l'accord global et inclusif, ils ont été impliqués, n'est-ce pas, dans la transition. Et je pense que ce qui s'en était suivi, c'est le processus de l'intégration au sein des forces armées pour ceux qui étaient encore aptes, les membres de ce groupe, et le processus de démobilisation de l'autre côté. Et tout le reste, c'était des forces résiduaires qui ont été combattues par le pouvoir central, de telle sorte que lorsque on quittait
les affaires, n'est-ce pas, de plus de 200 groupes armés, il n'en restait que des forces résiduaires de moins de 40 groupes armés, contrairement à tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc je pense quand même que vous avez découvert même dans cet ouvrage, n'est-ce pas, et pratiquement toutes les zones opérationnelles qui ont été créées et des résultats tangibles. La rébellion des CNDP, par exemple, qui est née vers fin 2006 et après les élections et au bout de 3 ans avait été anéantie. La rébellion de M23 qui est née entre 2012 et 2013 a été anéantie et s'est conclue par une reddition formelle du M23 et même les ADEF en 2014 ont été totalement défaits. Et ce sont là les efforts qui ont été fournis et par nos forces armées et après la réforme qu'ils avaient subie. Et nous n'avons pas de raison, contrairement à ceux qui courent, de ne pas continuer à leur faire confiance, d'investir dans ces forces armées en équipement et en conditions convenables, n'est-ce pas, de travail et de vie pour qu'elles continuent à faire leur travail. Professeur, parlons à présent de la mise en œuvre du contrat chinois en ce qui concerne la révolution de la modernité, mais aussi la construction des infrastructures de base. Comment réagissez-vous à ceux qui pensent qu'il y a eu une grave surfacturation dans la réalisation de certains ouvrages, mais il y a aussi des détournements des fonds de certains projets importants qui n'ont pas été réalisés, c'est notamment la fibre optique. Lorsque on se tourne vers la Chine, on ne se tourne pas vers la Chine en substitution aux partenaires extérieurs. Non, on se tourne vers la Chine en complément aux partenaires extérieurs qui nous aidaient à accomplir des projets classiques. Or, Joseph Kabila, sur le plan de la reconstruction de l'économie nationale et des infrastructures de base, a eu 2 projets ambitieux, le projet des 5 chantiers de la République et le projet de la révolution de la modernité. C'était clair qu'avec des ressources classiques, il ne pouvait pas lancer et mener à bien ces 2 projets. D'où il fallait essayer de recourir à d'autres ressources innovantes et qui étaient disponibles. Et là, aller là où on pouvait les trouver. Évidemment, certaines banques chinoises ont apporté une oreille attentive à notre démarche. Et c'est comme ça qu'il y a eu ces montages de près de 9 milliards de dollars pour financer ces travaux de grande envergure. Ceci dit, les premières critiques sont venues de nos partenaires extérieurs qui estimaient que on ne pouvait pas aller vers un tel endettement en même temps qu'on était dans un processus de désendettement, donc de réduction de la dette à travers les processus des pays pauvres les plus endettés. Nous avons dit que nous n'avions pas de raison de ne pas intégrer leurs préoccupations et c'est comme ça que avec l'aide du FMI, on a dû réduire cette enveloppe de 9 milliards à 6 milliards. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est justement le mode opératoire de ces contrats-là, de l'exécution de ces contrats. Mais le mode opératoire était simple. Les banques chinoises ont proposé que leurs fonds soient plutôt utilisés par des entreprises chinoises. Vous en avez ici Crexet et consorts, et ce qui fait que le gouvernement présentait aux banques chinoises des projets. Et les banques chinoises, n'est-ce pas,
entrer en colloque avec des entreprises désignées pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, des fonds nécessaires devaient être alloués pour la mise en œuvre de ces projets. Et dès qu'ils se mettaient d'accord, les fonds étaient versés directement dans les caisses de ces entreprises chinoises. Et donc, ni Joseph Kabila, ni ses collaborateurs, personne n'a déjà vu un seul sou de ces fonds issus de ces contrats chinois. Alors, peut-être que nous aurions besoin davantage de faits, davantage de renseignements sur les fables qui sont racontées ça et là. Mais c'était ça le mode opératoire. Alors, à certains égards, qui aient des faiblesses ça et là, c'est possible. Mais en tout cas, là, moi, je vous présente les principes, aussi bien de cet endettement, la manière dont nous avons mis sur la table ces dossiers, au point de pouvoir en régler certains détails avec les partenaires, et ces mécanismes transparents de l'utilisation de ces fonds. Et comment ces fonds devraient-ils être remboursés? C'est là la création de la société Sicomine, qui est une société mixte, congolo-chinoise, autour d'une mine congolaise qui devait être exploitée en commun. Et c'est cette mine qui devait, au fur et à mesure, produire des ressources qui devaient être soit complémentaires à ces financements, soit servir au remboursement. Je vois ici sur les 24 novembre, à la hauteur de la RTNC, je vois qu'il y a un grand panneau où Sicomine est en train, n'est-ce pas, de défendre ses marques, son identité, la manière dont il a été mis en place, les projets qui sont financés jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, par Sicomine, mais nous ne sommes plus là. Et donc, si c'était un mauvais montage, un mauvais projet, nos successeurs devraient y mettre fin. Et ce n'est pas le cas, je le constate. Professeur, parlons à présent des perspectives et de la situation actuelle qui prévaut en République démocratique du Congo. Ça fait 3 ans que Joseph Kabila n'est plus aux affaires et il a laissé le pouvoir à son successeur Félix Tshisekedi. Comment évaluez-vous actuellement la marche du pays? Écoutez, d'abord, ce qui est sûr, c'est que ces routes sont sorties de terre, elles sont visibles et figurez-vous à Kinshasa, chers amis, lorsqu'on continue à assister à certains embouteillages, on se pose la question de ce que serait la situation. Si, par exemple, ces grandes routes de Kinshasa n'avaient pas été élargies, modernisées, on aurait eu des émeutes ici, dues seulement aux embouteillages. Et je note que, globalement, les routes de Kinshasa tiennent. Et elles tiennent même plus que les sauts de moutons qui venaient d'être à peine seulement construits. Donc je pense que ce qu'il faut voir ici, c'est cette grande ambition qui consistait pour la première fois, n'est-ce pas, à aller au-delà de l'héritage nous légué par l'État colonial belge. Parce que lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, mais il n'y a que des routes globalement qui avaient été, n'est-ce pas, construites par les Belges qui étaient là. Et tout ce qu'il avait fait, n'est-ce pas, là où ces routes avaient disparu, c'était de pouvoir les recréer et de pouvoir, n'est-ce pas, les moderniser. Et là où elles existaient encore, elles étaient étroites, c'était de pouvoir le refaire et le revêtir de la plus belle robe. Et on est passé quand même d'un réseau routier de 4500 km à celui de 27 877 km, et au nombre desquels il y avait quand même près de 3500 km de routes asphaltées. On ne pouvait pas voir ça d'ici.
Je pense que c'est cette grande ambition qui devait demeurer parce que ces pays, nous devons travailler avant d'aller vers l'intégration régionale. Nous devons travailler pour l'intégration nationale. Nous devons permettre aux Congolais de Matadi de pouvoir entrer en contact avec les Congolais de Lubumbashi, soit par chemin de fer, soit par route, et éviter absolument qu'on puisse, dans ces pays, emprunter l'avion comme un mode principal de transport. Je crois donc que cette ambition devrait demeurer. Nous avons du reste aussi, il faut avouer, un boulevard naturel qui est le fleuve Congo, que nous devrions continuer à baliser de manière à ce qu'il facilite aussi le déplacement des Congolais d'un coin de la République à l'autre. Je me rappelle, c'est pas là où je termine, la réponse à cette question, avoir fait une visite d'inspection avec le président Joseph Kabila de la route nationale qui va de Kisangani jusqu'à Goma. Et il faut voir combien cette route avait facilité, n'est-ce pas, des échanges en interne déjà entre les Congolais du nord-est et ceux du sud-est. Et donc, on ne peut pas faire l'économie des moyens sur cette question des infrastructures, particulièrement routières, pour assurer cette intégration nationale. Joseph Kabila, dans sa vision, y a pensé, et c'était d'ailleurs un des volets importants de son projet de 5 chantiers de la République. Soit dans ce numéro, le professeur Néhémie Moulania. Professeur, parlons à présent des perspectives et de la situation actuelle qui prévaut en République démocratique du Congo. Ça fait 3 ans que Joseph Kabila n'est plus aux affaires et il a laissé le pouvoir à son successeur Félix Tshisekedi. Comment évaluez-vous actuellement la marche du pays? Mais écoutez, nous avons humblement parlé de ce que nous avons fait sous le règne de Joseph Kabila, des efforts qui ont été menés pour garder ces pays unis, souverains, et faire en sorte que ce soit des Congolais qui en soient des maîtres, des efforts que nous avons menés pour rendre l'État congolais réellement démocratique et promouvoir les libertés fondamentales, des efforts que nous avons menés pour que dans ce pays, le pouvoir retourne au peuple congolais et que ce soit au peuple de désigner démocratiquement, librement, ceux qui devaient assurer sa destinée. Les efforts que nous avons menés pour créer davantage de richesses dans ces pays et les redistribuer à travers certains projets à caractère social, la gratuité de l'enseignement a bel et bien commencé avec nous, mais de manière tout à fait méthodique et systématique. Rappelez-vous le projet des 1000 écoles, rappelez-vous le projet, n'est-ce pas, de la mécanisation des enseignants qui était resté longtemps des NU, des NP et consorts, mais également la manière dont nous avons accru les budgets réservés à l'enseignement, à la santé, qui était passé quand même autour de 1% à plus de 10%. Et donc voilà, ça c'est ce que nous avons fait. Je crois que la bonne question, c'est celle de savoir si 3 ans après, qu'est-ce qu'on a fait de cet héritage? Et moi, je préfère que ce soit les Congolais eux-mêmes qui soient juges de ça, qui donnent la réponse de ce qu'est devenu ce pays 3 ans après le départ de Joseph Kabila. J'imagine, n'est-ce pas, tout cet engouement
qu'il y a autour du sénateur Avi Joseph Kabila lorsqu'il passe dans les rues de Kinshasa. C'est tout un message. Mais près de 2 ans après l'accession du président Tshisekedi au pouvoir, on a vu comment la coalition FCC-Cash a patiné, a boité à cause des bâtons dans les roues que vous, FCC, mettiez dans les roues du président Tshisekedi. Certains analystes pensent que c'est à peine qu'il a pratiquement la totalité du pouvoir et qu'il peut s'émouvoir librement. Oui, si c'était alors le cas, je note seulement que ça fait près d'une année et demie que le président Tshisekedi est seul maître à bord, avec des équipes qui s'est choisies, avec une majorité, n'est-ce pas, qu'il a obtenue de la manière dont tout le monde connaît, par un coup d'État institutionnel. Et maintenant qu'il a eu l'ensemble de ce pouvoir pour lui seul et ses partisans, n'est-ce pas, pouvons-nous dire que le Congo va mieux et pouvons-nous dire que tout ce qui ne marche pas, c'est toujours le FCC qui bloque, c'est toujours le FCC qui empêche, n'est-ce pas, qu'il fasse mieux que lorsqu'il était en coalition avec le FCC. Je crois que les Congolais sont assez lucides et c'est pas pour rien que 2023 est quand même redouté par ceux qui pensent que, honnêtement, pour n'avoir pas honoré leur serment, pour n'avoir pas honoré les différentes promesses et pour n'avoir pas su, ne serait-ce que pour préserver l'héritage légué par Joseph Kabila, le jugement il sera redoutable en 2023 si on a réellement des élections libres, démocratiques et transparentes comme nous l'exigeons. Justement, 2023 est redouté aussi par le FCC qui ne veut même pas qu'on puisse examiner la loi électorale à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui motive votre refus concrètement, puisque vous souhaitez vraiment que les élections soient transparentes, démocratiques, et cette loi serait un moyen? Et on se souvient même qu'en son temps, le FCC a presque fait la même chose avec ceux qui sont au pouvoir actuellement quand ils étaient dans l'opposition. Non, je pense que comparaison n'est pas raison. Et nous vous avons dit que nous avons légué un État fonctionnel, avec une expérience démocratique riche, 3 processus électoraux avec des mérites différents. Le premier processus, le mérite, c'est que c'était le tout premier pluraliste 40 ans après, et qui a donné donc, qui a rétabli la question de légitimité dans ce pays. Le deuxième processus, avec le mérite d'avoir été organisé dans les délais constitutionnels. Et le troisième processus, c'était le mérite d'avoir été organisé sur fonds propres et de déboucher sur une alternance pacifique. Ceci dit, est-ce que cette œuvre est perfectible? Mais c'est là notre ambition. Et ça devait être une ambition partagée par le pouvoir. D'autant plus que justement, lorsque ce pouvoir était dans l'opposition, il avait nourri beaucoup de jugements de valeur, mais également d'accusations tout à fait fortuites et non fondées, gratuites, contre tous ces processus électoraux que nous étions en train d'organiser. Mais quoi de plus normal maintenant qu'on puisse aspirer avec le même pouvoir à faire mieux que ce qui a déjà été fait jusque-là? Et c'est ça notre demande. Je pense que nous n'avions pas insisté parce que tel était justement le cahier des charges hier de l'opposition vis-à-vis du pouvoir que nous étions. C'est d'un. De deux. Ben écoutez, nous avons eu des processus relativement quand même transparent. Moi, je me rappelle comment nous avons eu à collaborer avec les partenaires à toutes les étapes du processus passé. Si nous avons eu des difficultés en 2006, c'était après la proclamation des élections, parce que justement, une des anciennes forces rebelles
son candidat, c'était un mauvais perdant. Il avait pensé qu'il pouvait encore remobiliser ses forces pour pouvoir s'imposer dans la ville de Kinshasa par les arts. En 2011, si nous avons eu des difficultés, ce n'était pas parce que les élections étaient mal organisées. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas eu consensus, n'est-ce pas, sur tous les pans de ce processus électoral. Les élections ont été bien organisées, préparées, bien organisées. Et c'est au niveau des centres de compilation ici, rappelez-vous, à la FIKIN, où l'expertise a fait défaut, mais aussi l'infrastructure, étant donné que nous avions été abandonnés en plein vol par nos partenaires étrangers, notamment la MONUSCO ici. Et donc on a fait avec des moyens de bord, et les difficultés c'était plutôt au niveau de la compilation des résultats. En 2018, oui, on avait pratiquement alerté les cieux que ces élections d'abord n'allaient pas être organisées. Elles ont finalement été organisées. Que ces élections, les jours de scrutin, allaient être, n'est-ce pas, allaient connaître la déflagration de ce pays à travers une violence généralisée. Il n'y en a pas eu. Et les problèmes sont apparus au niveau des contestations, plutôt des résultats. Et donc, ici, malheureusement, on se retrouve devant une situation où il y a une préméditation. Préméditation, n'est-ce pas, dans la confiscation du processus électoral, la volonté claire de pouvoir le mener de manière unilatérale, de pouvoir le contrôler de manière tout à fait unilatérale, en dehors de tout consensus, et consensus qui devait porter sur quoi? Qui devait porter évidemment sur les corps électoraux, il devait porter sur les arbitres électoraux, c'est-à-dire la CENI en amont, la Cour constitutionnelle en aval, et évidemment, n'est-ce pas, nous assurer des conditions sécuritaires et des libertés publiques qui permettent à chacun des candidats de pouvoir non seulement exposer son projet de société sans être inquiété, mais aussi de pouvoir critiquer ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, leur gestion. Et je note qu'aujourd'hui, il suffit d'ouvrir la bouche pour critiquer le pouvoir en place, et on retrouve des dossiers qui n'existaient pas avant, n'est-ce pas, votre expression, avec pour finalité de vous envoyer dans les prisons de ce pays, évidemment, pour des condamnations connues d'avance. 2023, Joseph Kabila sera-t-il candidat? On a suivi votre dernière interview à Jeune Afrique. Joseph Kabila va-t-il revenir comme candidat? Et comment se porte le PPRD, son parti, où il y a un courant rénovateur avec des jeunes qui veulent que vous puissiez, vous, j'allais dire entre guillemets, les oligarques, leur céder de place? Oui, Joseph Kabila candidat ou pas, la question de toutes les façons ne pourra pas se poser le moment venu. Le moment venu, pourquoi? Parce que Joseph Kabila est le leader de notre famille politique. Et donc, naturellement, il est positionné pour être le candidat de notre famille politique. Pense-t-il lui-même à cela? Croit-il que le moment venu, il devrait, n'est-ce pas, s'exprimer à ce sujet? Ça, c'est sa responsabilité. De deux, nous n'avons de cesse à dire que, au regard de la constitution de notre pays et des lois qui régissent le processus électoral, rien, absolument rien, n'empêche Joseph Kabila, redevenu citoyen et sénateur, rien ne l'empêche d'être candidat à ce scrutin de 2023. Je comprends. Même sénateur à vie. Absolument, le sénateur à vie veut tout simplement dire que il est dans cette position-là
toutes les fois qu'il pourrait être appelé à exercer d'autres fonctions, il sera obligé de suspendre l'exercice de son mandat de sénateur, et dès que les raisons pour lesquelles cette suspension avait été, n'est-ce pas, consentie vont disparaître, il poursuivra, n'est-ce pas, sa place au sein du Sénat. C'est ce que ça veut dire. Et du reste, poser la question de l'incompatibilité nous renvoie, n'est-ce pas, après les scrutins, parce qu'on ne peut pas avoir une incompatibilité avant d'avoir la situation des cumuls de fonctions. Donc, il y a une petite confusion qui, chaque fois, se glisse entre des conditions d'éligibilité et des conditions d'incompatibilité. Regardez la Constitution, lisez là de l'article 1er au dernier article, là où on parle d'élection du président de la République, on énumère les causes d'éligibilité et on renvoie les causes d'inéligibilité à la loi électorale. Et prenez toutes les lois électorales qui ont existé à ce jour, aucune n'a dans son sein un article, n'est-ce pas, qui stipule que les sénateurs à vie est déchu de ses droits civiques et politiques. Il ne peut plus, n'est-ce pas, prétendre exercer des fonctions électives dans ce pays. Du reste, la loi portant statut des anciens chefs d'État, qui reprend la qualité de sénateur à vie aux anciens chefs d'État, s'agissant des questions d'incompatibilité, renvoie, n'est-ce pas, aux dispositions qui concernent les sénateurs et les députés. Or, qu'est-ce qui se passe au niveau des dispositions légales qui concernent les incompatibilités liées aux députés et aux sénateurs? Les députés et les sénateurs ont même ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de retour, c'est-à-dire chaque fois qu'ils sont élus, en même temps qu'ils exerçaient des fonctions publiques, soit des membres du gouvernement, ou après avoir été élus, si, n'est-ce pas, ils veulent entrer au gouvernement, ce qui leur est demandé, c'est quoi? C'est d'opérer le choix. Soit d'exercer le mandat de député, soit d'entrer au gouvernement. Et s'ils opèrent le choix d'entrer au gouvernement, une fois que leur responsabilité, n'est-ce pas, se termine au gouvernement, ils vont retourner au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat. La seule différence pour les sénateurs à vie ici, c'est que c'est un statut où il n'est pas soumis ni à l'élection pour garder son siège de sénateur, ni à cette tractation qui consiste à savoir si il devait terminer son mandat absolument, s'il allait occuper une autre fonction ou pas. Et donc, la situation est tout à fait claire dans les droits électoraux congolais. Joseph Kabila, en tant qu'ancien chef d'État, sénateur à vie, se retrouve dans tous ses droits civiques et politiques de pouvoir concourir. Mais le tout maintenant dépend évidemment de sa volonté le moment venu, de l'harmonisation qu'il aura avec sa famille politique, mais surtout de la qualité du processus électoral, n'est-ce pas, qui sera en place, parce que nous considérons que celui qui est là demeure totalement biaisé, unilatéral, piégé, et donc il ne peut pas être en mesure de pouvoir permettre aux Congolais de s'exprimer en toute liberté, de garantir la transparence dans l'expression de cette volonté populaire, et par conséquent de garantir aussi l'acceptation des résultats. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe à la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Alors, vous en parlez, et c'est par là que nous allons terminer. L'actualité, au moment où nous enregistrons cette émission, c'est la Cour constitutionnelle où il y a eu tirage au sort, et il y a également l'affaire Augustin Matata Ponyo qui est vue par certains liée un peu à cette histoire. Quelle est votre analyse? Ben écoutez, moi je crois que menté, il en restera toujours quelque chose.
lorsque, il y a 2 ans, nous avons crié haut et fort et dénoncé les nominations qui avaient été opérées à la Cour constitutionnelle comme étant anticonstitutionnelles, parce que l'article 158 de la Constitution décrit le pouvoir de la Cour constitutionnelle, la composition de la Cour constitutionnelle, comment on accède à la Cour constitutionnelle et comment on peut quitter la Cour constitutionnelle. Et nous avons dit que le président de la République ne pouvait pas faire partir certains juges de la Cour constitutionnelle dans les conditions qu'il avait créées ou y ramener d'autres à la Cour constitutionnelle dans les mêmes conditions. Nous n'avons pas été entendus. À ce moment-là, nous rappelions que le mandat d'un juge à la Cour constitutionnelle est de 9 ans et il est renouvelé des tiers, n'est-ce pas? La Cour constitutionnelle est renouvelée des tiers tous les 3 ans. En dehors de cette possibilité, on ne peut quitter la Cour constitutionnelle que par la démission, par le décès, n'est-ce pas, ou par la révocation dans des conditions prescrites par les statuts de juge à la Cour constitutionnelle et la loi organique portant sur la Cour constitutionnelle. Et donc, ce qu'on demandait à ce moment-là, c'était que le président de la République attende le moment pour les tirages au sort, le moment pour le renouvellement des tiers, et à ce moment-là qu'on procède au tirage au sort, et conséquemment, avec la sortie des juges, de 3 juges, l'un chacun par composante, il pourrait alors proprement nommer les nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Nous n'avons pas été entendus. On a plutôt, n'est-ce pas, fait un forcing. Et nous avions dit à ce moment-là que c'était dommage parce que on était tenté à ce moment-là de porter atteinte à l'indépendance de cette prestigieuse juridiction qui joue un rôle non seulement de régulation institutionnelle, mais aussi un rôle de juge électoral. Et donc, que quelqu'un qui est président de la République et qui, au regard de l'article 69, a pour prérogative entre autres, par son arbitrage, d'assurer le bon fonctionnement des institutions et de concourir à garantir, n'est-ce pas, le respect de la Constitution, on ne pouvait pas l'amener sur ce terrain de déstabiliser la Cour constitutionnelle. Nous n'avons pas été entendus. Nous notons seulement aujourd'hui qu'on revient maintenant à la procédure régulière qui consiste, n'est-ce pas, à procéder au tirage au sort afin de faire partir 3 juges de la Cour constitutionnelle parce que les délais sont révolus avant que le président de la République ne puisse nommer de nouveaux juges. Mais la bonne question est celle de savoir quel est le sort alors des 3 juges qui avaient été forcés à quitter la Cour injustement. Quel est le sort qu'on va leur réserver? Resteront-ils seulement toujours membres de la Cour constitutionnelle ou on va consacrer, n'est-ce pas, cette irrégularité pour toujours de les avoir fait partir en dehors des mécanismes prévus par la Constitution? C'est ça la question. Et donc tout cela montre que cette Cour pose problème aujourd'hui, en même temps que la CENI, n'est-ce pas, pose problème aussi bien dans sa composition qui n'est pas inclusive, loi organique portant l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Et c'est de la même manière qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un autre juge qui est au cœur, n'est-ce pas, d'une polémique qui ne facilite pas, n'est-ce pas, le rôle qu'il devra jouer demain. Un mot sur l'affaire Matata, liée également au régime Kabila. C'est un boulet que vous drainez ensemble. Écoutez, moi, tout ce que je pense, c'est que Matata ne peut pas être isolé des autres cas, de tous ceux qui ne pensent pas de la même manière que le pouvoir en place. Tout ce qu'on demande, n'est-ce pas, de la justice de ces pays, c'est qu'elle demeure indépendante
et qu'elles connaissent, n'est-ce pas, les causes qui lui sont soumises, non pas à la tête de client, mais selon non seulement les lois de la République, mais aussi l'intime conviction des juges. Et quand les juges se sont prononcés, que la politique ne s'en mêle pas, mais pour autant que les juges soient placés dans des conditions de réelle indépendance, pas de pression politique pour dire le droit. Le FCC est-il prêt pour les élections? Va-t-il se réformer après avoir perdu plusieurs de ses cadres qui ont basculé dans l'Union sacrée? Je crois qu'il ne faut pas se laisser impressionner par ceux qui partent. Je note que ce mouvement n'existe pas qu'au FCC, ça existe même au niveau du pouvoir. Ceux qui ont cru, n'est-ce pas, rassurer leurs arrières en allant au pouvoir, je crois, aujourd'hui, ils sont en train de faire le chemin contraire, ce qui prouve qu'au cœur de la problématique, il y a une question de fond. Quelle est la qualité de la classe politique que nous avons? Mais c'est celle-là que nous avons. Qu'est-ce qu'on met au cœur de l'action politique? Est-ce des intérêts personnels ou l'intérêt général? Quelle est, n'est-ce pas, la fondation sur laquelle bâtit chaque Congolais qui veut faire la politique, n'est-ce pas, son action? Est-ce des convictions idéologiques profondes ou tout seulement, n'est-ce pas, la considération selon laquelle c'est la politique qui paye mieux aujourd'hui? Il faut y aller pour avoir trop vite, n'est-ce pas, une maison, une voiture ou autre. Je crois que la question, elle est profonde. Notre famille politique connaît une crise de croissance, il n'y a pas de doute en cela. Elle a été au pouvoir hier. Le premier choc qu'elle a encaissé, c'est d'avoir perdu le pouvoir suprême, bien sûr, mais également la grande mutation qu'elle connaît, c'est de passer du pouvoir à l'opposition, après, évidemment, ce coup d'État institutionnel qui a vu sa majorité être détournée. Et donc, il faut être indulgent et lui donner le temps de sortir de cette crise de croissance et en lui permettant de s'organiser en interne. Ce qui est sûr, c'est que le FCC demeure la première force politique du pays, quoi qu'il en soit, au regard des résultats électoraux de 2018. Le FCC demeure la première force politique de l'opposition dans ce qu'il est resté, ce FCC-là, et il faudra compter avec le FCC pour les échéances à venir. Professeur Némi Mouilagna, merci d'avoir reçu une grande interview. Pour terminer sur l'ouvrage, où est-ce qu'on peut le trouver? Écoutez, il y a une fondation qui s'occupe de sa distribution. Selon les dernières nouvelles, il se retrouverait dans tous les coins de vente de Kinshasa, des grands hôtels et aux librairies. Et certainement que dans les provinces, l'ouvrage commence à arriver et les lecteurs ne manqueront pas de le trouver, n'est-ce pas, dans les différentes librairies